Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour la présentation de cette émission spéciale. Vous êtes sur le réseau média Zoom In Production Corporation, opérant sous le nom commercial de Zoom IT News. Pour mieux vous servir, nous mettons à votre disposition plus de 10 sites Internet en créole, français, anglais, espagnol et portugais, dont zoomitnews.com, caribbeantelevision.com, zoomitsport.com et zapzapinfo.com, entre autres. Vous pouvez aussi accéder à nos contenus sur nos chaînes de télévision sur Roku et Amazon TV Fire. Il suffit de taper ZHN Live et CTN Live. Vous aurez la possibilité de consulter toutes les vidéos que nous avions publiées et tous les autres contenus sur nos plateformes Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Catherine Porter, journaliste expérimentée du journal américain The New York Times. Elle est aussi la chef du bureau du New York Times au Canada. Catherine Porter est l'auteur, donc l'une des auteurs de la série des articles publiés dans les colonnes du New York Times sur ce qu'on appelle la rançon pour certains, ou la double dette de l'indépendance pour d'autres. Donc, avec elle, on va parler de la série des articles. On va poser quelques questions sur la méthodologie, sur les chiffres. Bonsoir, Catherine. Comment allez-vous? Ça va bien, merci et vous? Eh bien, ça va très bien. Merci beaucoup pour ce travail que vous aviez réalisé en Haïti avec votre équipe. Ça a été un excellent travail. D'abord, on va commencer sur la méthode. D'abord, qu'est-ce que vous a pris de réaliser ce travail? Quand est-ce que vous aviez décidé qu'il était temps pour vous de commencer à travailler sur ce sujet? Bon, pour moi, personnellement, je suis venue en Haïti les premières fois en 2010 après les tremblements de terre. Et je pense que j'ai voyagé là plus de 30 fois maintenant, année après année. Et comme une journaliste étrangère là-bas, ça n'a pris pas beaucoup de temps pour me poser beaucoup de questions sur la situation de pauvreté en Haïti. On se demande pourquoi c'est comme ça. Et normalement, la réponse qui est bien documentée, c'est corruption. Mais un de mes premiers voyages, j'ai apporté un livre de Laurent Dubois et il a mentionné ce double dette. Alors, c'était une idée pour moi. J'ai commencé à penser, c'est quoi l'histoire de cette dette? Et j'ai commencé de lire plus en plus de livres sur Haïti pour comprendre cette histoire. Pour moi, mais ce n'était pas seulement moi, en 2019, avec toutes les manifestations contre Jovenel Moïse et son gouvernement, mon rédacteur en chef international, il a commencé de poser les mêmes questions lui-même pour comprendre les situations plus profondément. Pourquoi la situation en Haïti ne m'améliore pas? Et pourquoi les situations sur la Terre, c'est si différent que le Dominican Republic ou les autres pays de l'Amérique latine. Alors, c'était lui qui a demandé si on peut vraiment regarder plus profondément sur cette rançon ou double dette. Il a mis, pas seulement moi, mais 3 autres journalistes avec moi, un à Paris, en Europe aussi, pour prendre plus qu'une année pour examiner cette histoire et vraiment pour essayer d'évaluer combien exactement Haïti a payé. Parce que quand on a commencé de vraiment lire beaucoup des livres, des rapports sur ce sujet, il y avait vraiment un débat en Haïti, combien Haïti a payé, et aussi quand est-ce que le double dette était vraiment fini, quand est-ce qu'il est fini. Alors, on a pris plus qu'une année pour examiner cette question. Après l'assassination du président, notre chef était plus en plus intéressé de vraiment examiner l'histoire du pays pour voir s'il y a un autre contexte, pas seulement la corruption et les catastrophes naturelles, mais s'il y a une autre histoire et si le double dette a vraiment eu une
une implication profonde sur le pays pendant plus que 100 années. Alors, après un an, on était vraiment, après plus qu'un an, on était pris à publier. On a fait on a travaillé avec beaucoup de historiens, on a travaillé avec beaucoup de chercheurs en Haïti, en France, aux États-Unis aussi. Et on a, comme vous avez dit, on a aussi travaillé avec des économistes pour être sûr que les chiffres qu'on a accumulés et on a ajouté, c'est les bons chiffres et que notre résultats sont bons. On sait que le New York Times est réputé pour mener des enquêtes de grande envergure et dans plusieurs pays, mais la réalisation de ce travail qui couvre pratiquement plus de 2 siècles en Haïti, vous avez dû mobiliser de nombreuses ressources, j'imagine, parce que vous rencontrez des historiens, des économistes et des personnalités de la société civile, non seulement en Haïti, en France, mais dans d'autres pays. Et est-ce qu'il y avait un intérêt particulier, mis à part ce dont vous venez d'expliquer, les visites que vous aviez effectuées en Haïti, vous avez constaté la situation lamentable, malheureusement, de nos frères et sœurs, mis à part de ces considérations, est-ce que vous aviez eu un intérêt particulier, vous aviez discuté au niveau de la rédaction et vous dites, bon, et vous allez, c'est de cette façon que vous allez contribuer à aider Haïti. Qu'est-ce que vous a pris? Comment vous aviez manifesté l'idée, mis à part des explications dont vous venez de donner? Mais on n'a pas vraiment pensé aux réactions, c'est ça que vous posez comme question. Mais pour nous, comme journalistes, normalement, on fait des enquêtes sur la corruption, sur les chefs de pouvoir qui sont vivants, sur on fait des investigations normalement qui durent peut-être 10 ans, 20 ans. On a fait la même chose qu'on fait normalement. La seule différence, c'était une injustice de 200 années. Ce n'est pas quelque chose de courant. Et on a mis les mêmes techniques pour analyser les répercussions de cette dette qu'on fait normalement tous les temps dans notre travail. C'était pas vraiment... Mais la seule différence pour nous, c'était que c'était une injustice. On pense que c'était une injustice de 200 années. Ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui, mais les effets de cette injustice se sont toujours en Haïti maintenant. Est-ce que vous aviez rencontré des difficultés dans la collecte des informations? On sait que c'est pas trop facile, notamment en Haïti. Et parlez-nous de cela. Donc, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Pendant la pandémie, c'était difficile de voyager, mais j'ai un collègue en Paris et il s'appelle Constant Méhou. Il a passé beaucoup de temps dans les archives à Paris, dans le nord du pays. On a contracté des chercheurs aussi qui sont allés des archives dans le sud vers Bordeaux, vers Aix-en-Provence pour vraiment ramasser beaucoup de documents du gouvernement et documents anciens, mais aussi documents anciens documents pour faire un accounting, c'est quoi en français? Comptabilité, pour comptabiliser les données? Des chiffres de paiement, mais aussi pour comprendre la façon que la France a, après avec les dettes d'indépendance, la France a créé une commission pour décider combien d'argent chaque famille coloniale va gagner. Alors, on a ramassé tous les papiers sur ça aussi pour comprendre le système. Et aussi, on a contracté quelques journalistes et historiens en Haïti qui sont allés dans les bibliothèques là-bas, dans les archives de Nouvelliste, dans les bibliothèques pour regarder et ramasser tous les moniteurs, les anciens journaux gouvernementaux pour comprendre
pour ça, c'était de vraiment comprendre combien chaque année les paiements ont pris de budget planifié de pays, du gouvernement. Et comme ça, on a vu qu'il y a quelques années que c'était plus que 40% du budget qui était allé en France pour payer les doubles dettes, quoi. Alors, comme ça, on a commencé de comprendre c'était quoi l'effet de cette dette, parce que le gouvernement, même avec la corruption et tout ça, il n'a pas eu d'argent vraiment de créer un pays, de faire une construction des routes, des écoles, des systèmes de l'eau et tout ça. Et au même moment, quand on voit que Haïti est en train de payer cette dette décennie après décennie, les autres pays comme les États-Unis, la France, mais même Costa Rica étaient en train de vraiment faire des grandes infrastructures publiques. Et en ce moment-là, le gouvernement haïtien était épuisé par des décennies de payer cette dette. Et est-ce que vous aviez noté également, et vous aviez constaté également que de nombreux documents qui devraient être en Haïti dans les archives et en Haïti se trouvent et en France, des documents dont vous n'aviez pas pu consulter en Haïti, donc vous aviez eu accès en France? En Haïti, on peut trouver quelques rapports aussi anciens, comme les rapports de Frédéric Marsarin, qui était dans le gouvernement pendant les années 1860, je crois, et Edmund Paul. Les rapports du gouvernement et des ministres du gouvernement en Haïti, on a trouvé vraiment dans les archives, mais aussi dans les bibliothèques là-bas. Mais la plupart des documents sont en France parce que l'argent est allé en France. C'était là qu'il y avait une banque qui a distribué l'argent. C'était là que tous les banquiers qui ont fait le premier prêt pour les doubles dettes, ils sont là. Le système d'archives, vous savez, les Français, ils sont super avec la bureaucratie. Ils gardent toutes les choses. Il a un grand système d'archives. Et c'était là où on a trouvé tous les documents. Je pense que quand j'ai demandé aux historiens haïtiens pourquoi ce travail n'était pas fait, parce qu'il y a beaucoup de travail sur les doubles dettes, mais beaucoup d'historiens nous ont dit que c'est la première fois que quelqu'un a ajouté tous les chiffres pour comprendre exactement. Et un historien bien connu là-bas m'a dit que pour les historiens haïtiens, c'est cher d'aller en France, de passer des années en France. Il n'y a pas beaucoup de bourses pour faire ça. Et c'est difficile. Alors, pour nous, parce qu'on a des gens qui sont là, c'était plus facile pour le faire. Maintenant, pourquoi le New York Times avait jugé bon de publier les articles en français et en créole également, en plus les articles qui ont été publiés en anglais? Et est-ce que vous aviez voulu que ce travail trouve un plus grand écho auprès de la population haïtienne? Le New York Times publie beaucoup d'articles en français, particulièrement les articles qui viennent de la France. Alors, on a fait ça pendant des années maintenant, mais c'était la première fois qu'on a fait une grande traduction de tous les articles en créole. Et on a décidé de faire ça, mais on a engagé un groupe de traducteurs haïtiens qui habitent à Miami, qui ont fait ça. Et on a décidé de faire ça parce que c'est une série sur l'histoire d'Haïti. C'est basé en Haïti. La plupart des gens en Haïti parlent créole. Je sais que les gens vraiment éduqués, ils parlent français ensemble, mais dans les maisons, dans les rues, tout le monde parle créole. Alors, c'était, pour nous, c'était vraiment, si on écrit quelque chose d'un pays, d'une histoire de pays, c'est sûrement propre de le traduire dans la langue du pays pour les Haïtiens, pour vraiment engager avec ces services. Et ce n'était pas vraiment pour faire un écho, comme vous avez dit, mais c'est simplement pour être transparent et
est juste pour c'est une série d'Haïti. Alors, on a voulu que les Haïtiens puissent le lire dans leur langue. Et est-ce que le New York Times ou bien vous aviez trouvé des offres de personnes qui souhaitent mettre ces articles en format vidéo ou bien audio? Parce qu'on sait, comme vous venez de dire, donc le taux de l'analphabétisme en Haïti est très élevé, très malheureusement, même ici aux États-Unis ou dans d'autres pays. Et les gens seraient beaucoup plus attraints à écouter ou bien regarder la vidéo que de lire les articles, bien que très intéressant. Est-ce que vous comptez mettre les articles dans d'autres formats vidéo ou audio? C'est une super question. Mais pour moi, au début, on a contacté beaucoup de radios communautaires parce qu'on a pensé comme ça, peut-être ils peuvent lire quelques parties des articles sur ces stations dans le paysage. Mais on est en train de discussion de faire une sorte de programme en créole avec avec des Haïtiens maintenant. On est toujours en discussion de ça. C'est pas tout à fait fini. Alors, on verra. Mais pour nous, oui, on pense que c'est vraiment une idée super pour engager les gens dans la ville de Dondon, dans les autres villes, dans le nord du café, parce qu'on a vraiment compris que c'était les tarifs sur le café qui a payé les doubles dettes pendant des décennies. Et jusqu'au vraiment fin de Duvalier, c'était le café qui a vraiment payé le gouvernement d'Haïti et toutes les choses. Alors, pour nous, c'est important parce que c'est une histoire de double dette, mais aussi une histoire de café et des fermiers de café. On a voulu que dans les endroits comme Dondon et dans le sud aussi, où il y a une grande histoire de café, on veut que les gens là peuvent entendre cette histoire et Oui, mais donner leur réaction. c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement important. Moi, j'ai envoyé un email au New York Times pour demander est-ce qu'on pourrait nous donner le droit de traduire, de mettre de la voix sur les textes et puis on pourrait faire. Mais bon, on attend parce que ça, peut-être que vous ne gérez pas ces choses-là, donc c'est pas le bon endroit de discuter. Mais on aimerait que ces articles soient disponibles dans d'autres formats vidéo et audio, donc que des gens puissent écouter. Cette dette donc, a des répercussions sur tous les Haïtiens. Donc, c'est extrêmement important que ce travail soit connu de la grande majorité des Haïtiens ou de tous les Haïtiens. Donc, afin, je ne sais pas si cela va aider à mettre Haïti sur la voie du développement, mais au moins, les gens seront informés. Mais est-ce que vous comptez continuer donc à écrire sur ce sujet? Est-ce qu'il y a d'autres articles qui paraîtront donc sur cette rubrique? À ce moment, juste maintenant, non, mais on verra qu'est-ce que va passer. Dans l'avenir, on a beaucoup d'intérêt en Haïti. C'est un pays pour moi incroyable, c'est un pays pour moi fascinant, intéressant, vraiment important. Mais je sais aussi que le New York Times a beaucoup d'intérêt en Haïti. Alors, on va continuer de faire des reportages là-bas. Je veux dire qu'on a mis tous les chiffres sur le site web. Alors, s'il y a des autres chercheurs qui veulent aller plus profondément, tous les chiffres sont là pour partager avec les scolaires ce qu'ils veulent faire. Aussi, on a mis un peu une méthodologie avec notre ressource. Là-bas, ce n'est pas typique pour un journal de faire ça, mais on a voulu vraiment noter que ce n'était pas nous qui avons découvert le double dette. Il y a beaucoup de recherches sur ça. On a fait un petit avancement sur un lien,
mais on a voulu vraiment donner crédit à des autres scolaires qui travaillent beaucoup sur cette question. Alors, les lecteurs peuvent regarder là-bas s'ils veulent aller plus profondément dans ce sujet. Tous les textes sont là. Ils ne sont pas tous les textes parce qu'on a passé plus, il y a 4 personnes, plus d'une année. On a parlé avec plus d'une centaine de personnes. On a lu des centaines de livres, des centaines des articles. Alors, ils ne sont pas tous là, c'est trop, mais il y a quelques-uns qui on a pensé que sont vraiment importants. Alors, le lecteur peut regarder là-bas s'il veut savoir plus. Vous avez mentionné dans plusieurs de ces articles, vous aviez rencontré quelques membres du gouvernement français. Quelles ont été les réactions des autorités françaises? Et donc, j'imagine que certains d'entre eux ont appris donc, cette question du double dette, d'autres ont été beaucoup plus informés. Quelle a été la réaction que vous avez trouvée? Jusqu'à ce moment-là, le gouvernement français a dit quelque chose que, oui, mais c'était le président Hollande en 2015 qui a dit que le double dette était rançon et il va aller en Haïti pour repayer la dette. Mais après quelques heures, tous ces aides sont venus pour dire, oh, ce n'était pas une dette fiscale, c'était une dette morale. Alors, le gouvernement en France, toujours fait un écho de ça, c'était une dette morale. Mais ils ont dit que oui, c'est vrai que le sujet de l'histoire de Saint-Domingue, d'Haïti, de double dette, c'est pas vraiment enseigné dans le curriculum français. C'est pas enseigné dans l'école. C'est vraiment une histoire cachée là-bas. Et pour nous, on a voulu vraiment mettre l'histoire sur les tables. Mais en même temps, on a parlé avec quelques anciens ambassadeurs qui nous a dit que le campagne de Aristide 2003-2004 de réparation, il dit que ce n'était pas la raison principale pour le coup, mais c'était une raison aussi. Alors, parce qu'il a vu cette campagne comme une grenade qui peut vraiment étouffer une situation, faire une explosion avec toutes les colonies françaises. Alors, ça, pour nous, c'était intéressant. Ça fait 20 ans maintenant, presque 20 ans, mais on voit que l'histoire, l'histoire de double dette, même si c'était quelque chose qui a mis sur le tapis en France, toujours il est là. Il y a de plus en plus des historiens là qui commencent à vraiment faire des recherches sur les anciennes colons, combien ils ont gagné, les banques et tout ça. Je pense que cette histoire vraiment va être plus en plus connue en France. Mais vous aviez également fait mention, et les chiffres que vous avez publiés ne sont pas trop différents des chiffres présentés par l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, dont beaucoup pensent que cette série d'articles est une sorte de réhabilitation pour lui, puisqu'il était le premier à faire l'écho. C'est vrai qu'il y avait des documents écrits sur cette affaire, mais Aristide a été le premier à faire écho de cette question et publier des vidéos, d'autres, faire une campagne et de sensibilisation là-dessus. Vous avez aussi rencontré M. Jean-Bertrand Aristide et qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce qu'il pense que cette série d'articles lui a fait justice tout au moins? Dès qu'on a publié la série, j'ai demandé pour une réponse de M. Aristide. Je n'ai pas reçu. Alors, je ne sais pas exactement son réaction. On n'a pas, à ce moment-là, quand j'ai fait un entretien avec lui, on n'a pas fait toutes les tabulations. C'était plus tard. Alors, mais en ce moment-là, je lui ai demandé comment il est arrivé à le chiffre de 21 21 milliards. milliards, 21 Milliards. milliards, Milliards. 685 millions.
Exact. Et il n'a pas eu des détails en ce moment-là pour m'expliquer comment il a dit qu'il y avait des comptables dans son gouvernement en ce moment qui sont arrivés. Il ne connaît pas tous les détails. Pour lui, il a dit qu'il a fait ça parce que c'était correct. C'était l'anniversaire de 200 années de la création d'Haïti. Alors, c'était correct de faire une campagne politique. C'était correct pour demander l'argent. Et pour lui, il a dit que même si il a quitté le pays et son campagne était finie avec son départ, il a pensé qu'il a, Il a jeté les bases et pour il a les mis les discussions. petits pépins sur Absolument. Il a jeté les bases. c'est ça, jeter la C'est ça. base et pendant des années, arroser un peu et ça va, en anglais, ça va, that will grow, Mhm. ça va arriver plus tard. Et alors, il a pensé que c'est pas fini. Mais Et- pour lui-même, il ne va pas reprendre une campagne. À ce moment-là, il dit qu'il n'a pas d'intérêt, il veut vraiment travailler sur son université et- là-bas. Mais je ne sais pas, il n'a pas répondu dès le. Est-ce que vous avez le sentiment, si M. Aristide n'avait pas posé le problème de la double dette, de la rançon, et si vous voulez, il ne serait pas destitué, puisqu'il y avait plusieurs anciens ambassadeurs qui expliquent que ça a contribué. Est-ce que vous avez l'impression que si Aristide n'avait pas posé ce problème, donc il ne serait pas destitué par la communauté internationale dans la France? On ne sait pas exact. Mais on sait que le gouvernement américain dit que non, ce n'était pas de ça, du tout. Ce n'était pas un coup. Aussi, il dit que Aristide a voulu aller parce qu'il y avait des rebelles là, il y avait des grands problèmes dans le pays avec les rebelles de frappe qui sont venus et il a voulu éviter une grande guerre civile, quoi. C'est ça que les Américains disent toujours. Mais il y avait des ambassadeurs qui nous ont dit que ce n'était pas la première raison, mais c'est contribué Mhm. à leur décision. Alors, on ne sait pas, à ce moment-là, en 2004, c'était une situation difficile en Haïti. Il y a une grande opposition de M. Aristide, le gouvernement d'Aristide. Il y a des clashs sanglants dans les rues. Il y avait beaucoup de critiques avec les situations de chimères qu'ils ont employées et pour attaquer son opponent et la presse indépendante. Alors, c'était une chose dans le soupe, quoi. C'était pas la seule chose dans la soupe, mais c'était une des ingrédients dans la soupe. Mhm. Mais maintenant, Madame Porter, est-ce que vous avez aussi fait mention des réserves d'or haïtiens qui ont été emportées par les Américains et c'est évalué à environ 500 000 dollars. Est-ce que vous aviez fait une estimation de ce que représente aujourd'hui ces 500 000 dollars américains comme vous avez fait pour la double dette, donc les 21 milliards? Est-ce que vous avez fait une estimation combien cela représenterait aujourd'hui? Non, c'est une super question. On n'a pas fait. Je pense qu'on n'a pas fait. C'était pas moi, c'était mon collègue Salam Gebrekedan qui est vraiment allé plus profondément sur cette question. Je ne sais pas si elle a posé cette question de combien le demi-million de dollars or va être maintenant. Je ne sais pas. Mais on a vu que pendant les années d'occupation, les Américains ont pris ont suivi le même pattern que le Français a déjà fait pour vraiment payer leur administration premièrement, forcer le gouvernement de prendre des grandes dettes américaines avec les banques, premièrement National Citibank, maintenant c'est Citigroup, c'est une grande banque en Haïti, aux États-Unis, et qu'il y avait des années qu'ils ont payé leur bureau
aux États-Unis, plus que ils ont mis pour tout le santé publique d'Haïti. Alors, on a regardé les chiffres comme ça, mais pas vraiment de regarder combien. Peut-être un autre historien a déjà fait ça, mais je ne connais pas. Mais d'accord. Maintenant, s'il y a quelque chose que la série d'articles que vous avez publiés, vous et vos collègues, c'est qu'il montre qu'il y a un complot de l'Occident, tout au moins après l'indépendance. Donc, il y avait une sorte de peur que cette expérience ne sera pas répliquée dans d'autres pays, même aux États-Unis, puisque Jean-Jacques Dessalines avait écrit je crois en 1806 au président américain Thomas Jefferson pour demander d'acheter les esclaves et de leur donner liberté. Donc, puisque Dessalines, son objectif, c'est qu'il y aurait plus d'esclavage, qu'il y aurait plus d'esclaves. C'est pas pour seulement les Noirs, mais pour tout le monde. Mais l'Occident, notamment les Américains, avaient vu sa démarche comme une menace à l'époque. Maintenant, comment comprenez-vous cette haine de l'Occident pour Haïti qui, à mon avis, continue jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça d'abord? Je ne sais pas si c'est continu, mais je sais que c'était le thème vraiment parce qu'Haïti était libre des années avant que l'esclavage était aboli en Bretagne, en Angleterre, avec ses colonies de Jamaïque et Barbade et tout ça, mais aussi plus de 60 années avant que esclavage était terminé aux États-Unis. Alors oui, les États-Unis premièrement, mais aussi en ce moment, les Anglais aussi avaient eu beaucoup de peur que l'exemple d'Haïti, parce qu'en ce moment-là, Saint-Domingue, l'ancienne colonie d'Haïti, était le plus riche, le plus productif colonie du monde. Mais la plupart c'était le plus grand producteur de sucre et du café pour toute l'Europe. Alors, pour les Français, c'était terrible de perdre ça. Mais pour les autres, c'était un exemple horrifique. Il n'a pas voulu que leurs esclaves en Jamaïque, dans la Caroline du Sud, en Géorgie, vont suivre cet exemple. Et il a voulu punir le pays, la France particulièrement, mais les autres aussi. Même les pays latino-américains n'ont pas fait connaissance formelle d'Haïti parce que c'était un pariah dans le monde à ce moment-là. Alors, il y a des historiens qui disent que, et ils ont raison, que c'était Pétion au début et après Boyer qui a proposé une sorte d'indemnité pour payer la France pour être reconnu dans le monde comme un pays indépendant qui peut avoir une relation diplomatique et aussi économique avec les autres pays. Les différences que c'est en 1825 quand le baron de Macao est arrivé avec un squadron de bateaux de guerre, c'était avec un fusil, quoi. C'était pas une négociation en ce moment-là, c'était vraiment un rançon qu'ils ont dit vous allez payer ou la guerre. Et en ce moment-là, déjà Haïti n'avait pas eu vraiment une grande économie, il n'y a pas de relations formelles, ils ont su que personne va venir pour leur aider dans une grande guerre. Alors, je ne sais pas si ça, c'est des grains, comme vous dites, de haine qui existent toujours, mais ça, c'est une histoire vraiment importante, un contexte important. Je pense que c'est le premier pays libre, noir dans les Amériques qui a vraiment bâti le colon, qui a formé un pays. C'est magnifique. Et il n'était pas célébré, en fait, c'était l'inverse qui est arrivé. Le pays était puni pour des décennies pour faire ça.
Mhm. Oui, mais la punition, si je pourrais dire, continue, puisqu'aujourd'hui, on voit les dirigeants haïtiens sont imposés par la communauté internationale à travers le core group, dont et les Américains et au devant de la scène, mais aussi les Français. Donc, je ne vous invite pas à faire des commentaires si vous ne vous sentez pas confortable là-dedans, mais vous voyez comment le Premier ministre a été nommé, c'est avec un tweet du core group, et puis Oui. c'est fini. Et en général, ils ne choisissent pas les meilleurs pour nous. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a une haine et on pense en Haïti. Donc, c'est aussi mon avis que les Américains, les Français continuent cette haine. Donc, pour voir, donc, il faut qu'Haïti ne devienne pas un exemple pour d'autres pays. Il faut voir que donc, les pays qui ont pris leur indépendance par les armes. Donc, il faut montrer que ce sont quand même des parias. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas capables. Donc, il faut continuer à presser. Ça, c'est mon avis. Donc, si vous sentez pas à l'aise d'opiner, donc c'est pas grave. Je suis pas allée profondément dans cette question. J'étais là en Haïti quand le core group a fait ce tweet. C'était après j'étais à Port-au-Prince à ce moment-là. Alors, c'était un peu choquant, oui. Je comprends les sentiments. Exactement. J'ai parlé avec beaucoup d'Haïtiens qui disent ça. Je le comprends, mais c'était pas, c'était pas partie de notre investigation, notre enquête. Alors, je peux pas vraiment dire oui, c'est exact, mais je peux dire le contexte historique est important. Mhm. Et est-ce que vous avez le sentiment que la France aujourd'hui pense au moins payer la dette et ne serait-ce, je ne sais pas, je ne parle pas d'une dette morale, payer, même si on ne va pas allonger, on ne va pas donner, disons, 21 milliards de dollars donc, cash à Haïti, mais sous forme d'infrastructures routières, des écoles, des hôpitaux ou d'autres. Est-ce que vous avez le sentiment que la France serait prête à entrer dans cette démarche, tout au moins pour commencer à payer en aidant Haïti, en aidant à rebâtir Haïti? Je ne sais pas, on n'a pas vu ça dès le série est publié. Alors, je sais que historiquement, en 2015, après, quand président Hollande est arrivé en Haïti avec, en ce moment, c'était président Martelly, il a fait une annonce d'investir dans le même bagaille que vous dites la même chose, l'éducation. Ils n'ont pas tout investi jusqu'à ce moment. Il nous a dit que la situation en Haïti, c'est compliqué. Mais on verra, on voit qu'il y a un dialogue, particulièrement en Haïti, mais aussi among des gens en France. On verra qu'est-ce qui va passer. On ne sait Mhm. pas. On voit qu'il y avait une sorte de un passe-droit, donc une tension entre les États-Unis et la France après la publication des articles. Ils s'accusent, ils s'excusent. Et est-ce que vous pensez que cela pourrait nuire aux relations franco-américaines? Est-ce que cela pourrait porter préjudice, et ne serait-ce que moralement, à la France et sur la scène internationale? Et notamment, donc, la Russie, le ministre des Affaires étrangères, et oui, Sergei Lavrov à plusieurs reprises mentionné le fait qu'Haïti a été appauvri par les Américains et les Français. Est-ce que vous pensez que cela pourrait porter préjudice à la relation franco-américaine et cela pourrait aussi porter préjudice, tout au moins moralement, à la France sur la scène internationale? Je ne sais pas si je comprends complètement votre question, mais c'est une question de si cette série va changer les relations entre France et les États-Unis. Je ne sais pas, mais vous voyez en Haïti, le core group, c'est France, Canada, premièrement États-Unis, les Nations Unies. Oui, alors, ils sont toujours liés. Alors, si ça va changer, je ne sais pas. Si ça va mettre un peu de pression, on voit déjà que en France, le banque qui est le descendant de la banque qui a créé la Banque nationale au centre de notre enquête, le chef de cette banque Crédit Mutuel là-bas a dit que oui, c'est une histoire effreuse, on va vraiment examiner ça nous-mêmes. Alors,
pour eux, ils ont commencé une discussion où cette discussion en France ou aux États-Unis vont aller, on ne peut pas dire. À ce moment, le gouvernement français n'a rien dit, le gouvernement américain n'a rien dit. Alors, il y a toujours un silence là-bas. Donc, le gouvernement américain n'a même pas réagi sur la réserve d'or. Est-ce que vous lui avez contacté? Qu'est-ce qu'il avait donné comme motif pour ne pas réagir? Il n'a pas eu une réponse jusqu'à ce moment-là. Mhm. Donc, merci beaucoup, Catherine. Ça a été long et beaucoup plus long que je vous avais dit, mais merci d'avoir répondu à nos questions gracieusement. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter des questions donc je vous ai pas demandé, donc vous pensez qu'il était nécessaire et que vous répondez? Non, je suis content. Merci beaucoup pour le temps. Si vos lecteurs veulent regarder le site web, c'est gratuit en créole. Ils peuvent lire tous les 4 articles et en graphique aussi. Ils peuvent le regarder gratuitement sur le site web et aussi regarder notre méthodologie et tous les livres. Et nous sommes vraiment contents avec les réactions jusqu'à ce moment en Haïti. C'est intéressant. Alors, non, merci beaucoup pour votre intérêt. Merci. Donc, Catherine Porter, donc, journaliste du New York Times, qui a accepté de répondre à nos questions et sur ce travail formidable qu'elle et son équipe avaient réalisé en Haïti sur la double dette où la rançon, donc Haïti a payé, c'est plus de 21 milliards de dollars et le vol de la réserve d'or haïtienne donc, qui a été évalué à plus de 500 000 dollars. Donc, ça a été un travail exceptionnellement important et donc on va continuer à faire écho de ce travail afin que beaucoup plus de personnes puissent être au courant donc et prendre connaissance de ce qui s'est passé donc il y a plus de 2 siècles. Merci beaucoup, Catherine.